Bonjour, on va pouvoir commencer. Bonjour, ça va? Oui? Merci, professeur Bounabès, pour cette invitation. C'est tout un plaisir d'être encore une fois avec les collègues de l'ENSIAS, de l'IMI, et puis je vois l'INSEA. En tout cas, c'est un parterre où on a un ensemble de collègues, de doctorants et de docteurs de notre université, mais je ne pense pas que. Donc voilà, lorsque M. Bounabès m'a demandé d'intervenir à cette journée, en fait, j'ai pensé à ce que je savais faire de mieux, c'est la data. La data, c'est un domaine dans lequel j'ai commencé à travailler depuis plus d'une vingtaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas, ça ne me rajeunit pas, mais bon, c'est comme ça. Et donc, je disais, vu justement ce parcours, quand j'ai commencé à travailler sur la data, en fait, en tout cas, on n'alignait pas la data avec l'intelligence artificielle à l'époque. C'est pas que l'intelligence artificielle n'existait pas, évidemment, elle existe depuis bien longtemps, mais en fait, on faisait des choses complètement différentes. Lorsque j'ai commencé à travailler sur la data, j'ai commencé sur des choses, sur des data réparties, sur des réplications, lorsqu'on fait une copie puis qu'on change, comment est-ce qu'on doit faire passer les choses pour que ça ne diverge pas, pour qu'on ait des cohérences, donc des problèmes qui aujourd'hui, on peut en rigoler tellement aujourd'hui ça fait partie de notre quotidien, c'est des choses qui sont hyper simples. Après, en fait, de fil en aiguille, on est arrivé à des choses un peu plus poussées. On faisait de l'intégration de données. Comment est-ce qu'on pouvait avoir des données dans différentes sources, et puis comment les intégrer, comment régler les problèmes d'interopérabilité. On a beaucoup entendu parler ce matin d'interopérabilité, comment régler le problème de la sémantique, et ainsi de suite comme problème. Et puis bon, avec l'évolution de ce qu'on fait dans le domaine de la data, en fait, mes axes de recherche évoluent aussi. Et puis j'avais envie aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on était parti et comment aujourd'hui les choses ont évolué autour de la data. Donc, ce que je veux, le plan que je vais suivre, alors on me demande de réduire, donc probablement il y a des choses sur lesquelles je vais passer très rapidement ou alors que je vais zapper complètement. Donc l'idée, c'est de faire un peu un constat. Je pense que le constat et ça a été déjà dit auparavant, je pense que le constat, il est clair, c'est que la donnée aujourd'hui, elle est au cœur de notre société, elle est au cœur de nos vies, on va dire. Alors l'exploration et l'exploitation de ces données, on a bien compris, c'est aussi un enjeu majeur aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de questions autour de ça aujourd'hui. Et puis aller vers justement ce qu'apporte ou ce qu'a apporté de plus. Alors je ne sais pas qui a apporté à l'autre finalement, est-ce que ce sont les données qui ont apporté au machine learning, au deep learning ou l'inverse, mais en tout cas on regardera on va dire ce transfert entre ces deux, et puis le machine learning et deep learning. Je parlerai d'exemples de projets que nous menons au niveau de l'équipe. Et puis il y a quelque chose, alors là aussi en fait, ça a déjà été, la discussion a déjà commencé par les limites en fait, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et puis aussi je vais poser la question par rapport à notre pays, puisque ici le sujet c'est l'intelligence artificielle pour le développement. Alors moi je l'entends, l'intelligence artificielle pour le développement de notre pays. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire par rapport à tout ça. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, notre équipe, l'équipe CIP, est une équipe qui est donc de l'EMI. Le professeur Bounabès l'a exprimé tout à l'heure quand il présentait le Rabat IT Center. Donc il y a des équipes de l'EMI, dont CIP.
Nous sommes donc une équipe avec 8 chercheurs permanents, alors bientôt 9. Il y a une personne donc, qui va nous rejoindre très, très bientôt. On est à peu près, en tout cas on a avec nous près de 20 chercheurs associés. Ces chercheurs associés sont très actifs avec nous puisque en fait ils sont là pour encadrer, pour animer des séminaires. En tout cas, il y a au moins pour une partie d'entre eux, ils sont très actifs. Du coup, il n'y a même pas de différence entre associés. C'est juste en fait le fait qu'ils ne soient pas affiliés à une université qui fait qu'ils sont associés et non pas des membres permanents. En 2017-2018, on était 18 doctorants. On a, alors pas en 2017-2018 une centaine de publications, mais aujourd'hui, je ne les ai pas vraiment comptées, mais on est à peu près dans une centaine de publications. Et nous avons un certain nombre de projets de recherche avec un ensemble d'institutions. Ici, l'ONCF. Alors c'est très marrant parce qu'après l'accident de l'ONCF, on travaille avec l'ONCF sur un problème de signalisation, d'interopérabilité entre les signalisations et comment en fait mettre la signalisation de manière un peu plus intelligente et toutes ces choses-là. Et on rigolait entre nous, on disait si notre projet était fini, il n'y aurait pas eu d'accident de train. Et donc avec l'INRAS aussi, on a un projet qui est très intéressant et donc qui concerne justement la data, comment évaluer la biomasse d'un certain nombre d'espèces de poissons, la migration des poissons. Tout à l'heure on parlait de la migration des personnes, là aussi il y a la migration des poissons et ainsi de suite. Alors on a pas mal d'axes de recherche, j'en ai certainement oublié. Donc bien sûr l'axe data, l'axe sécurité, productive, composition de services, cloud computing, compilation et ainsi de suite. Bien, donc après cette présentation de l'institution, en tout cas de l'équipe dans laquelle j'évolue, en tant qu'informaticien, on a toujours un œil sur qu'est-ce qui va venir et quel est le tableau en fait qui va se dresser. Et là, je voudrais partager avec vous j'imagine que tout le monde connaît ça, Gartner, et quels sont les axes ou les technologies émergents en fait pour 2018. Alors moi je ne les vois pas très bien sur mon écran, c'est bizarre. Bon, vous les voyez mieux, c'est pas grave. Donc là j'ai mis des petites flèches pour des choses qui m'intéressent plus particulièrement. Et donc en fait quand on regarde tout ceci, on voit la réalité augmentée, on voit la voiture ou la conduite autonome, les blockchains, l'IoT platform, le deep learning et ainsi de suite, les graphes de connaissances. En fait, il y a un ensemble de choses. On voit bien qu'au corps de tout ça, en tout cas derrière tout ça, il y a de la donnée. Et donc aujourd'hui, au final, on a l'impression que l'informatique c'est concentré autour c'est centré autour de la donnée, bien qu'en fait, comme je vous montrerai tout à l'heure, ce n'est pas si récent que ça que l'informatique se centre sur la donnée. Alors là, en fait, je voudrais partager avec vous, alors en été, le mois d'août, généralement, je prends des vacances et pour me reposer, j'aime bien lire des choses qui ne sont pas liées à l'informatique, mais cette année, je suis mal tombée, parce qu'en fait, c'est un livre qui n'a rien à voir avec l'informatique, mais qui parle beaucoup des technologies, donc en fait, c'est les clés du futur. C'est en fait un livre dans lequel Stone dessine les contours du monde de demain. C'est d'ailleurs un livre très très intéressant, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre, et en fait c'est un philosophe qui a écrit, et ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est en fait deux choses. La première, c'est qu'en fait il parle de révolution, et cette révolution qui viendrait justement de cette capacité de stockage, de transmission et de transformation, et de traitement de l'information, donc nos fameux High Performance Computing dont parlait Sibona Betts il n'y a pas longtemps, mais aussi la mise en réseau de millions de personnes. Donc tout à l'heure on parlait de Facebook, Twitter et tous ces réseaux sociaux.
et bientôt des milliards d'objets, donc les IoT, tout à l'heure dans Gartner on voyait bien ça. Donc là, tout ça va faire que on va avoir des choses, pas qu'on ne savait pas faire avant, qu'on savait faire, mais tout simplement on n'avait pas les moyens de les faire, et donc qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Il y a aussi un deuxième élément qui m'intéresse, ou en tout cas que j'aimerais partager avec vous à travers cette lecture, c'est la redistribution des cartes du pouvoir entre les particuliers, les États, les entreprises. C'est-à-dire avant, c'était très hiérarchique, on avait l'État, le gouvernement, les citoyens, enfin voilà, les citoyens, en tout cas les directeurs, les machins, et puis on arrivait aux citoyens. Aujourd'hui, avec ce type de réseau et ce type de lien de particulier à particulier, fait qu'en fait, il y a une redistribution. Et puis, bon, il n'y a qu'à voir, là, la semaine dernière, on a eu la bonne ou la mauvaise surprise, chacun le voit comme il veut, du fait qu'en fait, on ne changeait pas d'heure et qu'on allait rester sur indéfiniment, qu'on allait rester sur l'heure d'hiver, et on a vu les réseaux sociaux, comment ils se sont emballés, c'est quelque chose d'incroyable, et donc jusqu'à ce que j'ai entendu, alors quand je suis en voiture, j'allume souvent la radio, où j'entends dans des émissions où peut-être que le gouvernement pourrait faire marche arrière sur... Alors, j'en sais rien, hein, je ne suis pas du tout dans le secret des dieux, mais juste, c'est quand même un pouvoir, ça devient un pouvoir, et ces réseaux sociaux, malgré le fait qu'on puisse beaucoup les critiquer, en tout cas, c'est une révolution, et c'est quelque chose qui va certainement pouvoir changer pas mal d'éléments. Alors, juste, là, je ne l'ai pas noté, mais j'y ai pensé tout à l'heure en écoutant... voilà, donc Jean-Luc, c'est plus simple. Et donc, on travaille beaucoup maintenant avec les machine learning, et on sait que bon, derrière les machine learning, pardon, l'intelligence artificielle, puis derrière cette intelligence artificielle, il y a bien entendu des algorithmes. Ces algorithmes doivent être fiables, doivent être précis, et ainsi de suite. On y reviendra tout à l'heure. Mais il y a aussi un élément, on va dire, on fait beaucoup de clusterisation, de classification avec ces choses-là, sur la base souvent de distance. Donc en fait, on va chercher, on a deux entités, puis on va chercher est-ce qu'ils sont proches ou pas proches. Et ce matin, en fait, en venant ici, j'écoutais là encore la radio, et ça parlait en fait de neuroéconomie. Et parmi ce qu'on disait, c'est qu'aujourd'hui, on est en train on pourrait nous classifier selon, en tout cas, cette neuroéconomie. Si on a un ami qui est fraudeur, on est nous-mêmes fraudeurs. Et en fait, l'idée sous-jacente, c'est que si on a cet ami-là, si en fait on a accepté d'avoir cet ami-là, ça veut dire que quelque part, on est un peu fraudeur dans l'âme, même si on n'est pas passé à l'action. Franchement, ça m'a fait peur d'entendre ça, mais bon, c'est des choses, alors on parlait des risques, de tout ce qu'on pouvait faire. Alors il y a autre chose que j'aimerais justement, c'est cette histoire de distance. Alors dans le livre, il parle d'une expérience très intéressante, peut-être que vous la connaissez, mais en tout cas je l'ai découverte. Il semblerait que sur cette planète, il y a deux sœurs siamoises, c'est-à-dire ce sont deux sœurs qui ont deux têtes, chacune a un seul bras et je pense chacune a un pied, et en fait le tronc est complètement collé. Donc, mais ce sont quand même deux personnes parce qu'elles ont complètement... Alors l'idée, ce sont deux personnes qui ont vécu exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en termes de distance, que ce soit l'environnement dans lequel elles ont grandi, que ce soit ce qu'elles ont vécu, donc toutes ces choses-là, devraient être à des distances très proches, donc on pourrait penser qu'elles pourraient être très similaires. Alors, en fait, ces deux sœurs, il y en a deux qui sont chinoises, apparemment, c'est très secret, leur histoire. Il y a une autre, les autres, je pense, c'est en Angleterre, et ils ont gardé leur histoire très secrète, jusqu'à ces quelques années où en fait on a commencé plus à les médiatiser, et apparemment entre ces deux sœurs il y en a une qui est complètement timide, qui est très sérieuse, travailleuse et tout ce que vous voulez, et l'autre qui est complètement alcoolique. Alors en fait quand on voit ça, l'histoire de distance, on se dit est-ce que vraiment nos distances se tiennent? Pardon?
Bah oui, parce qu'elles ont deux têtes. Elles ont deux têtes. Ça, le livre ne le dit pas. Ça, le livre ne le dit pas, mais bon. Sauf qu'elles sont collées et qu'on ne peut pas les détacher, en fait. Je crois que, voilà. Non, mais ce sont vraiment deux personnes, et même du point de vue identité, apparemment, elles ont deux papiers d'identité différents. Donc en fait, juste pour venir à la révolution, qui, d'après en tout cas Stone, qui est porteuse de mutations, mais dont l'ampleur est très difficile à imaginer. Et puis on a bien vu dans les discussions de tout à l'heure et les questions qu'effectivement, il est un peu difficile d'imaginer l'ampleur. Alors on m'a demandé d'aller vite, je crois que là je vais courir. Alors je voudrais commencer par des exemples. Alors il y a cet exemple-là qui m'a intéressée, alors vous le connaissez peut-être, c'est en fait IBM, c'est un projet d'IBM qui crée en fait des parfums grâce au big data et grâce au machine learning. Alors l'idée, c'est qu'ils ont accumulé quelques millions de formules de parfums, et ils alignent ça avec des données sur les ventes des parfums, donc qui achète quoi, quel est le profil, les régions géographiques et ainsi de suite, les tranches d'âge. Et à partir de là, en fait, ils combinent tout ceci pour concocter une formule de parfum. Apparemment, il y a déjà deux parfums qui ont été créés, dont un, en tout cas pour un parfumeur brésilien très, très à la mode. Donc j'ai vu le nom, je ne l'ai pas reconnu, donc je ne l'ai même pas mis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors il y a pas mal d'autres exemples. Je pense que la plupart d'entre vous reconnaissent, je ne sais pas si je peux dire cette personne, mais en tout cas cette créature. Effectivement, vous l'avez reconnu, c'est donc Sophia. C'est le robot de l'Arabie Saoudite qui, en fait, est là, qui est là, en fait, pour aider les personnes âgées, et donc là, bien sûr, derrière, qu'est-ce qu'il y a? C'est de l'IA. Alors, il semblerait que Sophia peut faire jusqu'à une vingtaine d'expressions de visage différentes et elle est, on va dire, très bienveillante avec les personnes dont elle s'occupe. Elle évolue à Riyad d'après ce que j'ai lu. Alors, mon deuxième exemple, c'est les chatbots. Alors, c'est quelque chose aujourd'hui aussi qu'on voit énormément. Et donc, là encore, qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, il y a beaucoup de données, beaucoup d'intelligence. Alors bon, la manière la plus simple de mettre en place un chatbot, mais qui n'est certainement pas réalisable, en fait, c'est de prendre toutes les questions possibles et imaginables et toutes leurs réponses, et puis ça serait facile. Mais en fait, c'est vraiment pas comme ça que marchent les chatbots. C'est beaucoup plus avec de l'apprentissage par renforcement et ce type de choses qui sont des méthodes justement du machine learning. Il y a bien entendu la voiture de Google qui aussi embarque avec elle beaucoup de données pour pouvoir, en tout cas, se faufiler dans nos routes et dans nos villes. Alors, je disais tout à l'heure, dans tout ça, en fait, le cœur, c'est la donnée, mais c'est rien de nouveau, parce que moi, quand j'étais en première année et pour faire de l'informatique, en fait, la première phrase qu'on nous a appris, c'est qu'un programme, c'est des structures de données plus des algorithmes. Donc, au final, rien n'a changé. C'est la nature des données peut-être qui a changé, c'est la nature des algorithmes qui ont changé. Mais en fait, on est toujours dans la même philosophie, sauf qu'elle diffère un peu. Puisqu'au début de l'informatique, jusqu'à pas longtemps, alors je ne savais pas mettre quelle date, donc j'ai mis jusqu'à pas longtemps. Mais en fait, nos problèmes, c'était comment je fais pour stocker mes données, les représenter, les modéliser, les structurer, les exploiter, les interroger, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, en tout cas depuis pas longtemps jusqu'à aujourd'hui, on passe à une phase beaucoup plus dans l'analyse, la compréhension, la prédiction, mais aussi la projection. Et donc, cette partie qui est hyper intéressante, c'est d'aller jusqu'à dire, si je décide telle chose,
qu'est-ce qui va arriver? Et si je décide telle autre chose, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, ça peut faire peur, mais ça peut être aussi intéressant dans certains cas. Alors, le nouveau, ou presque le nouveau, alors là, en fait, pour moi, le nouveau, c'est quelque chose qui devrait dater d'une année. Bon, je mets presque, parce qu'en fait, ça fait quand même plus d'une année qu'on parle de tout ça. Alors, je passe très rapidement. Le HPC, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas. Les réseaux sociaux, avec les géants comme Google et Facebook, qui aujourd'hui dominent le monde, et même les États ne sont pas capables, en fait, de limiter leur expansion. Les IoT qui en fait sont là, dont ceux de notre vie quotidienne qui échangent énormément entre eux, le crowdsourcing, le développement des relations particulier à particulier, tel que le disait aussi Stone dans son livre. Et donc, je viens à l'aspect ou la partie exploration ou exploitation. Donc, par le passé, avec les données, on faisait essentiellement des gestions, on va dire, du quotidien. Donc, on avait des bases de données qu'on devait alimenter, qu'on devait consulter, modifier, mettre à jour, faire des recherches multicritères et ainsi de suite. Un peu plus tard, en fait, on commençait à parler de prévision, mais c'était surtout, en fait, se retourner en arrière pour essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé avant pour pouvoir dire qu'est-ce qui va se passer après. Donc, on est passé vers la BI, donc prévision, planification, suivi, analyse des activités passées pour des activités futures. Et puis, on est passé à le prévoir, comprendre, projeter, qui justement est l'objet de la journée d'aujourd'hui. Donc je vais zapper le stockage et la structuration. Je pense que c'est moins important que ce que je veux dire par la suite. Par contre, là, pour prévoir, comprendre et projeter, en fait, ça rentre dans le cœur de notre travail d'aujourd'hui, de l'intelligence artificielle et donc du data analytics. Et donc là, je prends un schéma que j'ai trouvé hier en essayant de préparer cette présentation. J'ai eu la flemme de reprendre autre chose. Et donc, quand on voit ceci, en fait, on voit notre architecture en couche chère à tous les informaticiens. On voit les sources en bas et on voit en fait les utilisations en haut. Et moi, quand je vois ça, en fait, la première chose en tout cas, qui m'interpelle, c'est que cette architecture, en fait, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à notre architecture d'intégration. Il y a ici des personnes qui ont travaillé sur ça. Notre architecture d'intégration et notre système WASET, donc avec les sources en bas, avec comment extraire les données de la source et comment les intégrer. Et puis, on a rajouté autre chose, du Big Data Computing, Data Management et du Data Mining, auquel moi j'ai rajouté en fait du Machine Learning, du Deep Learning pour que ce soit un peu plus complet. Donc en fait, l'idée ici, c'est qu'on a des sources de données, alors toutes ces sources dont on parlait, l'idée c'est de pouvoir aller extraire ces données, les extraire, alors on sait faire un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, il y a un autre élément qui s'ajoute, c'est la partie streaming, donc le streaming processing, et l'idée c'est qu'il faut être capable d'aller chercher en tout cas un flux de données qui arrive très très vite sans perdre sans perdre en tout cas de l'information. Alors, oui, 4 minutes? Tu es sérieux? Je viens de commencer. Donc, pour pouvoir faire ça, en fait, il faut comprendre la problématique à traiter. Alors, dans ces problématiques, alors il y a la tendance du marché, améliorer la productivité. Comme on dit que je n'ai pas le temps, je vais aller plus vite. Donc, une fois qu'on a compris le problème à traiter, il faut construire le modèle statistique qui y répond. Donc, en fait, derrière la data analytics, il y a beaucoup de statistiques. Déterminer les données pertinentes. Et ça, c'est
ça reste, si vous voulez, quelque chose que l'humain doit faire. Alors, on parle depuis ce matin de l'intelligence artificielle, nos machines et tout ça, mais il y a des choses que l'humain doit encore faire, et puis analyser les données et restituer les résultats. Et donc, les 6 éléments clés, selon Gartner, donc toujours lui, les sources de données, les types de données, l'application de traitement, les puissances de calcul, les modèles analytiques et le partage et le stockage des résultats. Alors, comme je n'ai pas le temps, je vais passer ce slide et je vais passer directement au défi. Donc, le défi, c'est la conception de méthodes automatisées d'analyse de données volumineuses et complexes afin d'en extraire justement les informations utiles qui vont servir pour résoudre les problèmes qu'on a. C'est l'optimisation des algorithmes, mais aussi le choix des bons éléments, des bons clés de l'algorithme. Tout à l'heure, je parlais de la distance qui, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, ça donne de bons résultats, mais attention, ça ne peut pas marcher partout. Améliorer la puissance de calcul et puis aussi la vitesse des algorithmes, puisqu'en fait, on a beaucoup de données, surtout quand c'est des données en streaming. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse écrire des algorithmes, mais aussi des algorithmes les plus optimisés possibles. Et puis là, il y a quelque chose, en tout cas, qu'on est en train d'essayer dans notre équipe, c'est pour la compilation, utiliser justement l'intelligence artificielle pour pouvoir, au niveau de la compilation, avoir les codes les plus optimisés possibles en fonction des données qu'on a en entrée. Donc, c'est un peu à cheval entre la compilation et l'interprétation. Alors, bien sûr, il y a tous les défis sur les données, mais là encore, je passe. Alors, ce slide, je ne passerai pas parce qu'il me semble important. Ce sont les différents types de data analytics et tout ce qu'on est capable de faire. Alors, en fait, ici, si je peux, en fait, je peux diviser celui-ci en deux. Alors, évidemment, ici, c'est la difficulté de la chose et ici, c'est la valeur que je peux en sortir. Donc, le descriptive data analytics, il répond à la question « what happened ?» C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est ici de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu par le passé. Et ça, notre BI déjà, donc dans les 3 pavés de tout à l'heure, le BI déjà en faisait ça. Alors, il s'agit de mettre en évidence des caractéristiques, un ensemble de termes quantitatifs, donc, de données pour pouvoir calculer et savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. La deuxième brique, qui est déjà un peu plus poussée, c'est de comprendre pourquoi ça s'est passé, pourquoi est-ce que les choses ont fonctionné de cette manière. Donc en fait, l'idée c'est de comprendre les causes d'un événement et les causes de quelque chose qui a eu lieu. Et puis, donc, cette partie-là, comme je disais, c'est l'effet miroir, donc on se retourne, ou l'effet plutôt rétroviseur, donc on se retourne le passé. Et puis, ce qui vient après, en fait, c'est plutôt ouvert vers le futur. Donc, what will happen, ou qu'est-ce qui est possible ou susceptible de se produire. Et donc là, on est à plein dans les techniques de data mining, de statistiques, de modélisation, de machine learning, en fait, tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et puis, ce qui est encore plus compliqué à faire, mais beaucoup plus intéressant à obtenir comme résultat, c'est prédire et quantifier l'effet de décision future. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre une décision, quelque chose que je vais faire dans une semaine ou dans un mois, et je dois prédire le résultat de cette décision. Est-ce que, donc, non seulement je choisis la décision, mais en fait, je valide ma décision avec l'effet de ceci. Alors évidemment, si c'était le cas, on pourrait répondre à pas mal de questions qu'on s'est posées tout à l'heure, le flux migratoire. Donc qu'est-ce qu'on déciderait aujourd'hui pour arrêter le flux migratoire? Si on pouvait savoir qu'est-ce que le type de décision qu'on va prendre, quel impact il va avoir par la suite, évidemment, on résoudrait énormément de problèmes. Alors, au-delà de tout ceci, en fait, on peut se poser plein de questions. Qu'est-ce qui se passerait ici? Donc, ça répond justement à ce que je viens de dire. Et si on remplaçait tous les agents de nos services publics par des chatbots, qu'est-ce qui se passerait? Et si on laissait la machine choisir pour nous notre prochain voyage,
le médecin que je vais consulter, le médicament que je vais prendre, les amis à fréquenter, le candidat à recruter, et la liste est très très longue. Et si on pouvait comprendre pourquoi un cancer se développe, aujourd'hui il y a beaucoup d'études sur le cancer et avec l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui les médecins ils savent très bien comment un cancer se développe, mais ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'il se développe. Et donc si on pouvait comprendre ceci, certainement ça ouvrirait énormément de choses. Et puis il y a aussi un autre exemple qui est très intéressant. Alors, il a été essayé alors dans je ne sais plus quelle équipe, où ils ont pris en fait des textes et des textes de Shakespeare. Et à partir de ces textes-là, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle et ils se sont dit, si Shakespeare était vivant, quel livre il aurait pu écrire? Et donc ils ont sorti alors je n'ai pas regardé le résultat, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est des choses auxquelles les gens en tout cas s'intéressent aujourd'hui. Et puis même des paroles de chansons. Alors il y a une autre équipe qui s'est intéressée à prendre des paroles de chansons de rap et à partir de là, en fait, à avoir à créer des paroles de chansons. Alors donc, vous voyez bien que l'éventail est énorme, on peut s'amuser donc avec ce type de choses, mais on peut aussi faire des choses très sérieuses et très importantes pour l'humain. Et bien sûr, donc tout cela, c'est le data analytics. Et donc là, avec ça, ce que je veux mettre en évidence à travers ce slide, c'est qu'il y a une multidisciplinarité et aussi un entrelacement entre en différentes disciplines. Et donc, en fait, on voit que l'intelligence artificielle, c'est tout ce cercle-là. Et à l'intérieur, en fait, on trouve du data mining, du machine learning, du neurocomputing, des pattern recognition, des statistiques et j'en passe. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir faire ça, il faut vraiment déjà avoir en tout cas des équipes multidisciplinaires pour pouvoir faire ces choses-là correctement. Alors peut-être que, comme je n'ai pas le temps, je vais peut-être laisser ces parties qui sont très techniques. Donc là, c'était plutôt quelques définitions du machine learning, mais bon, je suppose que ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ici. Là, en fait, ce sont les types de machine learning. Alors peut-être que je vais quand même m'arrêter sur le dernier qui me semble hyper intéressant. Alors les deux premiers ils sont très connus, puis on les utilise beaucoup. Même les étudiants ingénieurs utilisent pas mal ça dans leurs travaux. Le dernier me semble très intéressant parce qu'en fait, il fonctionne, alors c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement ou l'apprentissage par récompense. Et c'est souvent ce qui est utilisé alors quand on va voir les dompteurs de lions et en fait tous ceux qui font en tout cas des choses avec les animaux, ils leur apprennent des acrobaties et puis on voit bien que dès qu'ils terminent, en fait, ils leur donnent un petit quelque chose en fait, la carotte pour la récompense. Et plus il va donner de récompense, plus en fait l'animal sait que effectivement c'est exactement ça ce qu'il faut faire et quand il ne va pas avoir de récompense, il sait qu'en fait il a mal fonctionné. Et l'idée c'est en fait de s'inspirer de ce modèle-là avec nos machines, avec nos algorithmes. Donc au départ, en fait, on laisse l'algorithme un peu, on va dire, qui ne sait rien. Et puis il va prendre des décisions. Alors au début, on va lui donner des règles, il va faire les choses de manière très aléatoire. Quand en fait ça va être une bonne action ou une bonne activité ou une bonne décision, en fait, on va donner une récompense. Alors nous, ce ne sera pas ni un bonbon ni un chocolat, mais ça sera un poids. Donc l'idée, c'est de mettre des poids. Et en fait, il y a un algorithme après, ou en tout cas une classe d'algorithmes qu'on appelle les Q-learning, qui permettent en fait de modéliser ce type de choses. Le deep learning, je n'en dirai absolument rien. Et très rapidement, je voudrais parler de deux projets, alors j'en parlerai que d'un seul, qu'on est en train de mener au niveau de notre équipe. Donc ici, en fait, on a une architecture à deux niveaux. Et en fait, ça a été appliqué pour le trafic urbain. Alors, ce qu'on a ici, c'est un ensemble de sources. Alors, différentes sources. Ça va des réseaux sociaux comme Twitter, du crowdsourcing, les caméras vidéo qu'on a sur nos routes, les loupes qu'on a sur nos routes, les journaux électroniques, une base de données qui va donner l'ensemble des événements de la cité.
Et donc à partir de là, en fait, ce qu'on fait, c'est que à travers un broker et en fonction de l'information qu'on va récupérer à partir de là, ben, en fait, on va envoyer ceci pour un traitement batch et pour un traitement en temps réel. Donc en fait, la même donnée, elle va vers un traitement batch et vers un traitement temps réel, si vous voulez, ou quasi temps réel. Et donc ici, je vais aller très vite, on a toute la partie traitement batch. Ce qui est final avec ça, c'est qu'on veut créer un modèle, et c'est ce modèle-là qui va être utilisé par la deuxième branche pour pouvoir, ici, en l'occurrence, dans notre cas d'étude, c'était dire est-ce qu'une route est bloquée ou est-ce que la circulation est fluide à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut avoir une information aujourd'hui qui va parler, qui va peut-être dire que la route telle est bloquée parce qu'il y a eu un accident grave, peut-être qu'on va dire la cause ou pas, mais en tout cas, on saura qu'il y a un problème au niveau de cette route. Et on peut revenir 2 ou 3 jours plus tard pour dire que le problème a été réglé. Et en fait, il faudrait aligner l'information qu'on vient d'avoir aujourd'hui avec les informations qu'on a eues plus tard, et ça, qu'on a eu avant, et ça, donc, c'était un travail d'alignement qui était un peu plus compliqué à obtenir. Alors, on a aussi travaillé sur un deuxième projet, mais je ne vais pas vous le présenter. Là, je vais quand même arrêter sur le chez nous. Alors aujourd'hui, on est là en train de parler de l'intelligence artificielle pour le développement. Moi, j'entends pour le développement de notre pays. Alors, où c'est qu'on en est? Alors là, tout à l'heure, il y a eu plusieurs intervenants. Ce slide n'existait pas quand je suis arrivée. Je l'ai écrit en fait au fur et à mesure que j'ai écouté les intervenants parler. Donc en fait, j'ai entendu l'intelligence artificielle est une guerre. Effectivement, on parle souvent d'intelligence artificielle comme une guerre. Enfin, j'espère qu'on sera prémunis, donc on utilisera avec de la déontologie, avec de l'éthique pour que, en fait, on ne dépasse pas une certaine limite. Alors, j'ai entendu que 70% des entreprises vont adopter l'IA en 2030. Évidemment, on ne parlait pas de notre pays. J'espère que ici, chez nous, il y aura peut-être pas 70%, mais quelques-uns. Et là, donc, l'appel est lancé pour les jeunes, donc tous les jeunes que je vois ici. C'est vous qui allez porter ces choses-là, et donc, il faudrait vous lancer. La recherche est là, il faut vraiment... Alors, j'ai entendu un projet, j'ai entendu des choses intéressantes. Donc, en fait, il faut vraiment... Donc, les chercheurs qui sont là, on est là encore pour quelques années, donc je pense qu'il faut porter ces choses-là. Le confort à l'humanité, donc la digitalisation sera au cours de tout projet de l'université, donc ça c'était notre vice-président. Alors l'IA est un enjeu majeur pour l'innovation, donc j'ai entendu un appui particulier pour l'IA. Et puis la coopération avec l'Angleterre. Alors, toujours en fait, le chez nous, des questions. Où en est aujourd'hui la transformation digitale? Où en sont les données? Et ça, c'est le vrai problème. Moi, je pense que c'est 2 points. On est en train de parler d'IA, on est en train de parler des données au cœur du système, mais en fait, où sont les données au Maroc? Quand on prend le site OpenGovData, depuis 2013, il y a très peu de données, et donc c'est quelque chose qui n'évolue pas. Je pense que la transformation digitale, elle a commencé, mais il y a des choses qui n'ont pas suivi. On a besoin de données. Alors tout à l'heure, on disait que Facebook, Google et je ne sais qui détient de l'information sur nous. Ben oui, mais il faudrait qu'on arrive, alors je ne sais pas comment, mais en tout cas, il faudrait qu'on arrive à avoir cette politique, si vous voulez, ou cette envie d'ouvrir les données. Alors l'ubérisation, j'ai assisté à une conférence la semaine dernière, et c'est très marrant. L'ubérisation, c'est quelque chose qui devrait se développer dans notre pays, parce que c'est quelque chose qui est en fait...
qui nous ressemble dans notre culture, puisque apparemment j'ai appris que le Uber marocain c'était le khtafa et que ça existe depuis la nuit des temps, que le Airbnb au Maroc c'est en fait le type qu'on rencontre quand on va à Ifrane ou la Honor avec sa clé sur le trottoir. Donc ce sont des choses en fait qu'on a depuis la nuit des temps. Il faut juste les mettre à, on va dire, à la couleur ou à... Alors les capteurs et l'accident du train, on sait très bien qu'il n'y a pas eu de s'il y avait des capteurs, plus de capteurs, peut-être que ça aurait été sauvé. Mais les capteurs, là encore, dans notre culture marocaine, on sait très bien qu'il y a eu des voyageurs du train d'avant qui ont signalé aux gens de l'ONCF qu'il y avait un problème. Donc, il n'y avait peut-être pas de capteur numérique, mais il y avait l'humain qui, en tout cas, a acheminé cette information. Donc, en fait, je pense que culturellement, on a des choses qui sont différentes des autres pays. Tout à l'heure, on parlait de l'Europe. Il faudrait peut-être essayer de voir comment transformer en fait, des choses qui nous sont propres vers... en tout cas, innover pour pouvoir trouver des solutions qui nous ressemblent plus et qui ressemblent plus à notre culture. Donc, tout est-il positif ou au moins neutre? Bon, ça ne l'est pas, on le sait, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a quand même deux choses qui m'interpellent, c'est vraiment la qualité des algorithmes. Parce que là, on est en train de parler d'IA, de tout ce qu'on peut faire, mais faites attention, ce ne sont que des algorithmes qui sont codés encore aujourd'hui par l'homme, et donc la qualité de ces algorithmes, la qualité des critères, la qualité des distances, la qualité de clusterisation, tout ça, c'est des choses qui sont importantes et il faut beaucoup travailler sur ça. Voilà, donc en conclusion, à mesure en fait, que la technologie progresse, l'analyse de données peut donner lieu à beaucoup de choses intéressantes. Je pense qu'il y a vraiment à faire. Tout à l'heure, on parlait des jobs, de la perte des jobs et tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas de crainte autour de ça parce que c'est un problème récurrent. Quand on est passé à la révolution industrielle, on s'est dit qu'on va mettre les gens sur le carreau et qu'ils n'auront pas de job. En fait, ce sont des mutations. Et à travers les mutations, en fait, c'est clair, il y a des jobs qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont se créer. Et c'est à nous, c'est à l'humain de s'adapter avec cette mutation pour pouvoir trouver sa place. Et en fait, non seulement trouver sa place, mais qu'on reste quand même le centre. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas que la machine devient au centre et que nous, on devient au périphérique. C'est nous, c'est l'humain. Tout ça doit être fait pour le bien de l'humain. Et donc, c'est l'humain qui doit rester au centre. Et c'est mon mot de la fin. Merci, professeur Bouchaï. Et